tout le contenu qu'on va voir est coproduit avec le diffuseur, avec Gulli. Donc là, on a... voilà, donc en premier, on a vu le petit portail qui aide les internautes à se diriger dans les différents jeux, donc qui sera, pour la version française, encapsulé dans le site de Gulli. Alors après, on a la première application qui est un vrai retour aux sources. Rosie, elle vient du strip, et sur Internet, les internautes peuvent créer eux-mêmes leur strip Rosie. Donc un premier donc c'est assez simple, hein, ça reste quand même pour les enfants de 8-12 ans. Donc on choisit la forme de ces cases, hein, de son strip, combien de cases, dans quel sens. Après, pour chaque case, on choisit le décor. Voilà, donc on a les différents décors de la série qui s'affichent, extérieur, intérieur. Une fois qu'on a choisi le décor de la case, on fait le casting des personnages qu'on va mettre dedans. Donc en gros, les personnages, hein, vous l'avez compris, dans cette série, il y a 3 personnages et une ombre. Donc on choisit parmi eux. Après, on les met en situation. Alors on a des personnages prédéfinis qu'on peut réorienter, on peut changer les expressions du visage. Donc on colle la bulle, bien sûr, le plus important. La bulle, on écrit le dialogue et après donc on a une case finalisée. Donc ça peut s'imprimer, ça peut s'envoyer, etc. Alors après, petit jeu de plateau, toujours très Rosie, c'est-à-dire très dans le principe Rosie, bon bien sûr avec les codes graphiques, mais aussi avec l'esprit de Rosie. Donc là c'est un jeu de plateau où Rosie veut échapper à son voisin. Donc son voisin veut lui faire des bisous à plein de petits cœurs roses. Et elle doit éviter, doit surtout pas se prendre un bisou. Et donc elle s'échappe par les échelles, elle s'échappe en sautant au-dessus du voisin. Et elle veut juste rejoindre son ami imaginaire, Blacky, qu'on voit tout en haut à droite. Voilà. Autre application, c'est le lancer de tarte à la crème. Donc on est dans la chambre de Rosie. Son voisin apparaît dans sa chambre. Hein, toujours pareil, il veut jouer avec elle. Et Rosie lui balance des tartes à la crème. Donc on le voit dans les slides suivants. Donc voilà, des apparitions de voisins partout et du lancer de tarte. Et après, la chambre qui est dans un état lamentable. Voilà. Autre application. Voilà, donc là, après, on passe dans les applications sur autres supports. Donc là, c'est Blacky sous forme de Tamagotchi. Mais alors, un ami imaginaire, c'est pas du tout comme un animal traditionnel ou comme un Tamagotchi traditionnel. Donc là, le principe du jeu, c'est vraiment qu'il faut le secouer quand il dort. On le fait s'amuser avec la balançoire, mais il faut essayer de le pousser fort pour qu'il finisse par décoller et tomber dans la flotte. Voilà, c'est un Tamagotchi pas ordinaire. Après, on a aussi une application, Rosie invente des pipeaux. Donc, fausses excuses pour retard, rendez-vous manqué, etc. Donc, c'est un générateur d'excuses bidons qui marche sur le web et aussi sur iPhone. Et alors, voilà, là, c'est la grosse application à laquelle on pense, c'est Rosie sur Facebook. En fait, il y a une vraie logique à mettre Rosie sur Facebook parce que finalement, la finalité de Facebook, c'est de se faire un maximum d'amis. La finalité de Rosie, c'est d'éviter de se faire des amis. Donc il y a un lien qui nous a paru évident. Donc on est en train de bosser sur l'appli. Là, je dirais qu'on se heurte, mais je pense que Frédéric a une vraie expertise là-dessus. On se heurte à un problème d'âge. C'est-à-dire que Rosie, la série, on la destine, c'est sur le haut de cible de Gulli, donc on est plutôt sur 8-12 ans. Facebook, en théorie, commence à 13 ans. Donc là, on a un problème de lien entre les deux tranches d'âge sur notre appli. Pour faire la transition, on a rencontré Facebook récemment et ils nous ont dit qu'ils pensaient à un réseau social pour les moins de 13 ans, donc ils vont certainement lancer un Facebook Kids prochainement. C'est pas dans leur priorité. Ils ont encore beaucoup. Il n'y a que 500 millions d'inscrits à Facebook. Ils ont encore beaucoup d'adultes à faire venir avant de s'intéresser aux enfants. C'est toujours un peu pareil. Les enfants, c'est toujours les derniers auxquels on s'intéresse. Mais effectivement, c'est un des freins au développement des applications dessins animés sur Facebook.
Alors, dans un premier temps, donc on va être, en termes de réseau social, donc on va être hébergé chez Gulli, donc qui gère eux-mêmes le propre réseau, donc tout ce qui est inscription, identification, ça passe par le site Gulli. Et après à l'étranger, on verra au cas par cas comment on gère nos applications Rosie en fonction des pays, en fonction de la complicité ou pas des diffuseurs. En termes d'environnement, ça représente, est-ce que vous avez quelque chose de synthétique, ou en tout cas, est-ce que vous pouvez nous dire combien ça représente pas de déclinaison, parce que là, on n'est vraiment pas dans la déclinaison, on est véritablement dans l'environnement qui se pousse d'un seul coup. Combien d'environnements différents? En fait, je ne les ai même pas comptés, oui, j'aurais peut-être dû avant aujourd'hui, parce qu'en fait, les environnements sont vraiment différents. Si vous voulez, par exemple, je vous parlais de pré-publication et d'album Rosie. Ce n'est pas la même chose non plus. C'est-à-dire qu'en pré-publication, on va être plutôt sur notre public 8-12 ans, type Gulli. Par contre, sur les albums qui, eux, vont sortir après la série, on va un petit peu plus se lâcher. Donc, a priori, les albums seront pour un public un petit peu plus âgé. Et idéalement, quel est le calendrier, ou en tout cas la fenêtre de diffusion de tous ces environnements-là? Parce qu'on est tenté de se dire on va attendre que l'un reçoive une publicité, ou en tout cas un écho favorable pour lancer l'autre. Enfin, visiblement, tout doit se nourrir, et donc quel est le délai entre la première diffusion et la dernière diffusion? Alors en fait, Rosie est un cas un peu spécial. C'est une série où tout va super vite. Et donc on a envie de continuer à garder vraiment cette dynamique. C'est-à-dire que Rosie, elle est née l'été dernier. On a créé vraiment le premier dossier l'été dernier. On l'a présenté au MIPCOM en octobre. Donc on a eu l'accord du diffuseur. Là, on est en fabrication. On va finir au mois d'août. Voilà, tout va très vite et on veut continuer, on veut vraiment pas perdre le rythme. Donc là, on est en train de fabriquer déjà les jeux pour Internet. Voilà. Je dis pas qu'on veut brûler les étapes et aller vite pour aller vite, mais il y a un vrai truc qui porte Rosie et on veut suivre le mouvement. D'accord. Je rebondis par rapport à Facebook. Donc, Frédéric, on a parlé du jeu Allez raconte sur DS, mais il y a également un autre jeu sur lequel vous pouvez peut-être parler, à savoir Totally Spies, pour rebondir sur ce que disait Jean-Michel pour Facebook. C'est vrai qu'on a la chance en ce moment de travailler donc, sur un premier jeu Facebook, qui est un jeu adapté de la série Totally Spies. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de travailler avec Totally Spies? Un peu pour les raisons qu'évoquait donc Jean-Michel, à savoir qu'il faut, pour proposer quelque chose sur Facebook, s'adresser à un public de plus de 13 ans. Or, Totally Spies, c'est une série qui est à l'antenne depuis 9 ans. Donc il y a un public qui a grandi avec la série, qui a maintenant... il y a toujours des petits, ou des petites plutôt, enfin des petites et des petits, puisque c'est une série qui est vraiment regardée aussi bien par les garçons que par les filles, de 6 à je ne sais pas quel âge, comme dit Marathon, de 7 à 77 ans qui regardent Totally Spies. Et je propose à Jean-Michel de devenir bientôt un agent secret, un fashion agent, puisque le jeu s'appelle comme ça, s'appelle Fashion Agent. Et c'est un jeu donc, qui s'adresse avant tout aux filles. Son slogan, c'est sauver le monde est une affaire de filles. Donc ne répétez pas à tout le monde que... Voilà. Ça marche pas? Ah. Bon, vas-y, connecte-toi avec le mien. Je vais... Voilà. Non. Écoutez pas. Moi, j'ai tout entendu, j'ai le micro à côté. Ah merde. Moi, je vais changer mon mot de passe rapidement, là, je sens. Donc, que vous dire de ce jeu? C'est un jeu... .com. What-e.com. Et c'est un jeu qu'on a commencé à produire il y a maintenant 9 mois. C'est un très gros jeu. On a levé des fonds, à vrai dire, pour produire ce jeu. C'est un RPG, comme on dit en bon français, un role-playing game,
où on incarne donc une spy, c'est-à-dire une étudiante à l'université des spies, et on va devenir leur amie, et on va sauver le monde avec elle. Et on va partager un appartement et on va pouvoir aller faire les soldes avec elle. Parce que c'est ça le concept de Totally Spy, pour ceux qui sont familiers, c'est vraiment sauver le monde entre copines. Et Facebook, c'est bien ça aussi, c'est jouer entre amis, et donc Totally Spy se prêtait particulièrement bien, non seulement parce que ça s'adresse encore une fois à un public qui est plus âgé que le public habituel, on va dire, des séries animées, grâce à cette longévité, mais aussi, j'ai oublié de le dire, c'est vrai, grâce à l'âge des Totally Spy. Les Totally Spy ne sont pas des enfants, ce sont des jeunes filles qui vont à la fac. Donc on peut, quand on est soi-même à la fac, quand on a 20 ans, très facilement s'identifier aux Totally Spy. Comment s'est passée la collaboration avec, là, vous allez voir, le producteur? Alors, comment s'est passée la collaboration avec le producteur? Tu peux taper Total... Oui, bah voilà. Alors là, ça, c'est des fanpages, enfin des photos de fans. Le jeu a été lancé jeudi dernier et on a déjà 2000 joueurs. Pour l'instant, on n'a pas commencé la publicité sur ce jeu. On est encore en train de le roder, de le tuner, comme on dit, pour vérifier qu'il n'y a pas trop de bugs. Fais Totally Spy dans la barre search. Comme ça, tout le monde pourra refaire ça facilement. Tu fais Totally Spy, oui. Donc comment s'est passé Alors avec Marathon, on a déjà fait 7 autres jeux en fait à partir des Totally Spy. Et quand je dis 7, on a travaillé sur 7 autres plateformes. On a travaillé sur DVD interactif, DS, 2 DVD interactifs d'ailleurs, DS, Wii, PS2, PC. Donc on avait beaucoup travaillé ensemble, un peu comme avec Didier, c'est un peu l'autre société avec laquelle Watt travaille beaucoup, c'est Marathon, on a travaillé beaucoup avec Totally Spy, un petit peu avec Martin Mystère. Et c'est vrai que donc on avait une très bonne connaissance de cette licence, et quand on s'est dit qu'on allait faire un jeu sur Facebook, il fallait qu'on trouve une propriété qui est déjà de la notoriété, parce qu'on n'avait pas les moyens d'investir dans le marketing de manière importante. Or, on en parlait tout à l'heure, même si on est sur Internet, il faut quand même investir en marketing. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on ait une propriété et on s'est tourné naturellement vers Totally Spy, qu'on connaissait bien pour toutes les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Et Marathon a, je dirais, joué le jeu, puisque, sans mauvais jeu de mots, puisqu'ils sont coéditeurs avec nous sur ce jeu, c'est-à-dire qu'on fait du revenu sharing. Si on gagne jamais d'argent sur ce jeu, ils ne gagneront jamais rien. Si on gagne de l'argent, ils partagent les revenus avec nous. Donc en fait, on n'a pas eu d'avance importante à faire upfront parce que voilà, c'était une condition aussi pour nous. On n'avait pas beaucoup d'argent à mettre, donc il fallait qu'on puisse consacrer tout l'argent à la production. Oui, vas-y, si tu cliques là. Voilà, hop. Je vais peut-être prendre la main un petit peu pour... Oui. Non, ça va aller, je vais me débrouiller. Avec le micro d'un côté. Allez. On va aller à l'application en espérant qu'il n'y ait pas de souci, qu'elle marche bien. Voilà, on est en train de se connecter. Donc là, on est sur la fanpage de l'application. Bon, il y a moyen d'y arriver plus vite, mais... Voilà, donc là, je suis en train de me connecter. J'ai créé mon avatar. Moi, déjà, évidemment, vous imaginez que je ne suis plus... Alors là, je viens de me faire whooper, pour ceux qui connaissent la série, par Jerry. Donc voilà mon avatar qui est ici, et je viens d'être appelé par Jerry pour faire une mission pour sauver le monde. Donc évidemment, je ne résiste pas. Donc voilà mon personnage qui vient d'être whoopé. Donc c'est une mission, alors je joue en anglais parce que je teste comme ça la version anglaise, qui est une mission qui concerne la forêt. Et c'est à moi de jouer. Donc voilà, j'arrive sur un petit plateau. J'ai comme partenaire de jeu, comme vous le reconnaissez, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, Sébastien Doumy, qui n'est autre que mon mari. Je suis pour l'instant que niveau 11, donc, ou 12 maintenant, je crois, je ne sais plus. Donc je ne peux pas jouer à 3, mais bientôt au niveau 20, on pourra faire une équipe de 3. Et donc vous voyez qu'on a 2 petits avatars ici sur le plateau de jeu. Donc que je vais devoir... voilà, les avatars vont aller se faire quelques agents, de méchants agents qui sont sur cette mission. Donc il faut que je fasse attention à mon énergie. Alors je peux envoyer aussi Sébastien qui est là. Vous l'avez tous reconnu aussi sous les traits de son petit avatar brun. Voilà. Donc bon, je ne veux pas vous infliger toute la mission parce que... Ah, ce sera super gentil, merci. Ouais.
Parce que nous, en plus, on n'a pas d'image. Désolé Lewis, mais je t'invite à aller tout de suite te connecter sur Facebook, sur totalespy.com ou fashionagent.com où tu peux directement accéder au... Non, je peux pas, je fais de la BD. Donc voilà, il y a bien sûr une boutique dans laquelle il y a évidemment plein de tenues. En ce moment, beaucoup de tenues de la Coupe du Monde. On a aussi plein de petits avatars qu'on peut mettre dans notre appartement. Ah, voilà, ouais. On peut peut-être juste s'arrêter. Oui, on peut peut-être s'arrêter là, oui. C'est vrai. Après, si vous avez envie de jouer, Voilà. Allez sur Facebook. allez sur Facebook. Voilà. Alors, juste moi, une petite question. On peut naturellement jouer via son iPhone ou son smartphone? Pas encore, mais il va y avoir bientôt effectivement une application pour continuer à jouer au même jeu sur son iPhone ou son iPod, parce qu'on est plutôt sur une cible iPod D'accord. qu'une cible iPhone. Donc voilà, on pourra continuer à jouer, donc ce qu'on appelle le pervasive gaming, c'est-à-dire donc la possibilité de continuer à jouer partout, quel que soit le support. On a même l'intention d'aller voir des gens comme Sony ou comme Nintendo pour leur proposer d'avoir le jeu aussi sur leur version online pour que les gens puissent continuer à jouer où ils veulent, quand ils veulent. D'accord. On n'est pas loin de la fin de la séance. Donc avant que je laisse la salle poser quelques questions, moi j'en ai une à la fois pour José et pour Lewis. On a vu que de plus en plus de supports de communication permettaient de supports de diffusion, permettaient au contenu d'avoir de nouveaux canaux de diffusion et donc de revenus éventuels. L'iPad, dont on parle énormément à l'heure actuelle, est quelque chose qui pourrait séduire les auteurs de bande dessinée que vous êtes, dans la mesure où on a cette flexibilité de la lecture, cette qualité de l'image. Est-ce que c'est une réflexion que vous vous faites et à un moment donné de vous dire on va abandonner le papier pour créer véritablement de l'œuvre qui sera uniquement numérique? Vas-y Lewis. Je vous ai rien dit. Je peux dire un truc? Oui. Oui, bien sûr. Moi, je suis un homme du 19e siècle. Donc, tout ce qui est iPad et tout ça, je ne me sens pas du tout... je ne suis pas touché par ça. Donc, peut-être que dans 50 ans, je commencerai à y penser. Mais là, tout de suite, non. D'accord. Lewis? J'aime le papier. C'est con, mais j'aime le papier. Voilà. J'aime les bouquins. J'ai grandi là-dedans en voyant la librairie, la bibliothèque de ma mère. Et puis, si je fais des livres, c'est un peu pour continuer à remplir cette bibliothèque-là. Donc l'iPad et tous les supports. Le dessin animé, ça oui, évidemment, parce que j'ai connu quand j'étais petit, mais le temps que le déclic se fasse, il faut quelques années quand même. Donc on va attendre un peu. D'accord. De mon côté, moi je suis fils de libraire, donc c'est un peu le même cas. J'adore le papier. Une seconde, le téléphone qui sonne, j'espère que vous aviez dit jusqu'à 18h30, voilà, c'est pour ça. Non, en fait, je me rends compte que si... moi, ce que j'aime, c'est la bande dessinée. Sous toutes ses formes, ça peut être sur iPad ou sur iPhone, n'importe quoi. En l'occurrence, pour l'instant, par rapport au numérique, il n'y a pas de marché de la bande dessinée. Donc, c'est pas forcément très intéressant d'aller essayer de faire des choses là-dessus. Et d'autre part, je crois que notre milieu d'éditeur, auteur de bande dessinée, il faut plutôt le renforcer que de le fragiliser. Donc pour ça, je crois que c'est plus intéressant de s'investir et de faire des bons livres que de commencer à faire autre chose. Et d'autre part, là, je voulais juste rebondir par rapport à ce qui a été dit sur toutes les histoires de cross-média, etc. Une seconde, je vais répondre parce que ça me supporte. Il n'y a plus personne, il faut rappeler plus tard. On n'aurait pas dit mieux. En fait, on sort d'un schéma, d'un vieux schéma que j'appelle le schéma, le syndrome George Lucas, qui lui s'est fait payer son salaire de réalisateur. En contrepartie, il récupère tous ses droits dérivés. Et c'était la plus mauvaise affaire jamais faite par un producteur de cinéma parce qu'il s'est fait une fortune en faisant des figurines et des machins dérivés. Et après, tous les producteurs ont commencé à se scléroser, se tétaniser là-dessus en récupérant systématiquement tous les droits dérivés externes, tout ça. Ce qui fait que maintenant, la plupart des producteurs de cinoche gagnent plus d'argent avec les produits dérivés qu'avec les films eux-mêmes. Nous,
dans notre milieu, si on commence en tant qu'auteur ou en tant qu'éditeur à se dire attention, il faut que je réfléchisse un petit peu au transmédia, etc., je crois qu'on ne va pas s'en sortir. Le principal, c'est déjà d'avoir une bonne idée, de faire un bon truc. Si quelque chose doit se faire derrière, pourquoi pas, mais essayer d'avoir cette espèce de névrose, de tout faire en parallèle, je ne crois pas que ce soit un très bon moyen, en fait. D'accord. Jean-Michel, pas spécialement une réaction à ce que vient de dire Lewis, mais peut-être un dernier mot. De ne pas tout faire en parallèle. Je dirais que ça dépend des auteurs, enfin des envies de tout le monde. C'est-à-dire si tout le monde a envie de faire les choses, très bien, on les fait. Maintenant, c'est vrai que oui, le cross-média, c'est pas un passage obligé. Enfin, faut pas se sentir forcé si on n'a pas envie. Deux, toutes les propriétés ne s'y prêtent pas, tous les univers ne s'y prêtent pas. Parfois, si on a une super série télé et qu'on ne voit pas quoi en faire d'autre, faut se contenter de faire une super série télé. Oui, bien sûr, je suis assez d'accord. Oui. D'accord. Jean-Christophe, un mot relatif à ce long métrage et à d'autres projets? Est-ce que le cross-média est quelque chose qui, pour vous, est important, ou est-ce que c'est véritablement d'abord la notion d'auteur et puis voyons ensuite ce qu'on fait? Moi, j'apprends beaucoup depuis le début d'après-midi, donc je pense que c'est l'occasion de réfléchir ces 2-3 jours. Donc, on verra ça à l'issue. Voilà, ça nourrit la réflexion. D'accord. Didier Brunner, votre sentiment, c'est vrai que on a eu le cas d'Aller raconte, qui a été une vraie réflexion, mais également à l'origine d'abord un coup de cœur. Est-ce que c'est ça qui doit faire fonctionner avant tout? C'est le coup de cœur? Nous, de toute façon, c'est comme ça qu'on fonctionne sur nos décisions d'entrer ou pas dans des projets ou dans des univers. Mais je pense qu'effectivement, le cross-média devient incontournable et qu'il faut le gérer de la façon la plus créative possible et qu'il faut en parler dès maintenant avec les auteurs et à partir des projets qu'on développe. Nous, c'est ce qu'on fait. On a demain les grandes vacances, qui est né comme un projet cross-média et qui se revendique comme projet cross-média. Kirikou, on compte bien sur le prochain film développé du cross-média aussi, parce que ça donne aussi de la puissance supplémentaire au film et à l'attractivité du film. Et puis je pense que si c'est bien maîtrisé et bien contrôlé, avec des auteurs adaptés, le cross-média est évidemment quelque chose qui va s'imposer dans l'avenir, quoi. Donc moi, j'ai pas d'a priori négatif sur le cross-média. Simplement, il ne faut pas que ça devienne simplement un argument de marketing. D'accord. Oui. Oui, si je peux juste rajouter une chose, par rapport à ce qui sont ces démarches de cross-média, je pense que, moi, mon approche, c'est de faire quelque chose, par exemple, pour les enfants, quelque chose qui apporte quelque chose aux enfants. Donc, je travaille dans cette logique de avec ce que je sais faire, je peux faire pour que les enfants soient contents, rigolent, qu'il se passe quelque chose peut-être avec leurs copains ou dans la famille, disons d'aller dans cette direction-là. D'accord. Donc je pense que c'est la finalité aussi. Et tout ce qu'on a dit aussi depuis le début de l'après-midi sur le contenu des œuvres, je pense que c'est le débat important. Ouais. C'est-à-dire que quel est le contenu, la richesse du contenu pour tout le monde et pour les enfants, au-delà des aspects technologiques en fait. D'accord. Et Frédéric, concernant donc le cross-média, en tant qu'éditeur de jeux vidéo, ce qui vous intéresse, ça serait peut-être d'être plus en amont du process pour pouvoir être partie prenante dans l'aspect création? J'ai envie de dire, un peu comme tout le monde l'a dit d'ailleurs, qu'il faut qu'il y ait l'envie chez les gens de l'audiovisuel ou de la bande dessinée, et l'envie chez nous de faire quelque chose pour qu'on puisse se mettre autour de la table en amont. C'est pas facile à faire parce qu'on a des emplois du temps chargés, aussi des logiques financières, des logiques de business model, des logiques de timing, de calendrier qui sont assez différents. Didier le soulignait tout à l'heure, c'est vrai que si le film était sorti un peu plus tôt, en fait le jeu s'est presque monté trop tôt, quoi. On aurait peut-être pu sortir le jeu. Donc c'est vrai qu'on est sur des durées qui sont vachement compliquées à concilier. C'est en fait beaucoup plus facile de le faire soit à l'américaine, c'est-à-dire les Américains de Pixar, ils financent tout seuls,
à 100%, ils mettent plein d'argent sur la table, ils prennent tous les risques, que ce soit pour le cinéma, pour le jeu vidéo. Nous, en France, on n'a pas l'habitude de faire ça, on n'a pas les financiers qui prennent les risques avec nous. On a vachement de mal à lever des fonds. Moi, je peux vous dire, dans notre secteur, là, en ce moment, dans le social gaming, les Américains, ils lèvent des sous par centaines de millions. Nous, on a mis 1 an à lever 1 petit million d'euros. Enfin, on est content, hein, mais ça a pris 1 an. C'était terrible. Et on est les seuls en France à avoir réussi à faire ça. C'est ça qui est la plaie, moi, je crois, de notre secteur. C'est quand même les problèmes de prise de risque, quoi. On n'a personne qui est capable de prendre des risques. Mais bon, pour revenir au sujet, moi, je suis effectivement convaincue qu'il faut soit une vraie envie et aussi, comme le disait Jean-Michel, un projet qui s'y prête pour se mettre autour de la table en amont. Sinon, il reste la façon de travailler qu'on a utilisée avec Didier jusqu'à présent, ou avec Marathon, qui est Didier, il fait un succès. Et puis derrière, enfin, nous, on arrive à trouver les financements pour monter un jeu vidéo. On ne veut plus travailler. Mais vous ne voulez plus travailler comme ça, mais je comprends. Mais ça reste le seul moyen de faire quelque chose dans le jeu vidéo. Il faut d'abord faire un succès en propriété, et de plus en plus, je dirais, parce que le jeu vidéo a de moins en moins besoin de propriétés préexistantes. Le jeu vidéo est en train de créer ses propres propriétés. Et donc le seul moyen aujourd'hui de convaincre un gros éditeur ou un financier de mettre de l'argent sur une propriété, c'est qu'elle ait déjà une forte existence sur un autre support. Mettre de l'argent sur une propriété qui n'existe pas aujourd'hui, alors l'éditeur de jeux vidéo va vouloir que cette propriété lui appartienne en 100%. Et comme en plus, dans le jeu vidéo, il n'y a pas de droit d'auteur, c'est du droit collectif, vraiment le producteur ou l'éditeur de jeux vidéo va vraiment avoir du mal à se mettre autour de la table avec un producteur audiovisuel qui, lui, cède des droits Enfin bref, ça rend les choses très difficiles. Et par rapport à ça, en 2 mots, Jean-Michel, justement, sur cette question de droit Oui, la question des droits, elle n'est pas tellement réglée, nous, sur l'aspect, effectivement, mini-jeu, sur l'aspect Internet. Donc, elle est réglée en audiovisuel. Je dirais qu'on est qu'avec des auteurs de bonne foi, donc on se signe des papiers comme quoi, oui, on l'a fait ensemble, etc. Maintenant, on n'a pas encore amené les juristes sur le sujet, parce que aussi bien sur l'édition, les choses sont claires, sur la série, les choses sont claires. Sur les mini-jeux, c'est vrai qu'on est dans un vrai flou. Ouais. Très bien. Bon, écoutez, merci à tous, présents et non présents. Est-ce que vous avez des questions à poser? Oui, il y a une question ici. Très rapidement. On avait prévu une présentation à 18h45. C'est à 18h. C'est à 18h45. Donc, en accord avec lui, on va la proposer à 19h. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a un test préalable à faire. Tout à fait. Non. Alors, on va prendre deux questions. Et puis, si vous avez d'autres questions à l'issue, dehors, déjà, vous aurez peut-être un peu moins chaud. Vous pourrez poser vos questions aux panélistes. Une pause est nécessaire. Une pause s'impose. Bonjour, Kylian Dinan. J'avais une question pour les auteurs et puis les personnes qui ont travaillé avec eux, puisque là on parle beaucoup de contrats, de droits. Mais tout à l'heure, José Parondo parlait de l'aspect humain du travail. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu des deux côtés comment s'est passée votre relation autour de ces projets, justement avec un auteur comme Lewis ou José, qui sont très auteurs, très personnels. Comment s'est passé ce rapport pour une bonne adaptation, pour une envie? Est-ce que vous pouvez nous parler de ça un petit peu? Alors chacun de son côté peut-être. Alors la question s'adresse plus particulièrement à Lewis, José? Oui, ou par exemple côté réalisateur, comment s'est passé le rapport à l'auteur, dans la mesure où il y avait cette responsabilité d'adapter ce travail-là, ce travail d'auteur? Je vais prendre la parole là-dessus, parce que j'ai un petit truc à dire qui n'est pas un secret. C'est que moi, j'ai travaillé sur le scénario avec un premier réalisateur, puis après avec un deuxième. J'ai fait environ une dizaine de versions. Et à la fin, il fallait raccourcir parce que c'était trop long, j'en avais marre. Donc j'ai dit à Jean-Christophe de faire ce qu'il voulait parce que j'en avais ma claque. Il a commencé à faire ce qu'il voulait, il me l'a envoyé. Ça me plaisait pas, mais je me suis dit, bon, c'est pas grave, il a sa vision d'auteur, c'est lui qui il adapte, il fait ce qu'il veut, mais j'enlève juste mon nom au niveau du générique par rapport au fait que c'est moi qui ai écrit le scénario de base. Donc je n'ai pas vu le film, je ne sais pas ce qu'il vaut, je sais juste que ça ne ressemble pas à ce que j'ai écrit. Je pense que c'est de très bonne qualité, mais c'est juste que bon, je suis un petit peu
obtus parfois, et je me dis, bon, bah, on est tellement bien en faisant de la bande dessinée que pourquoi s'enquiquiner parfois à aller dans le domaine de l'audiovisuel. José, je peux réagir là-dessus. Pour le film, moi je n'ai pas grand-chose à dire vu que je ne l'ai pas encore vu non plus. Concernant le rythme de travail de la série, c'est vrai que c'était un rythme qui ne me correspondait pas du tout. Parce que comme j'ai dit, je travaille beaucoup mais doucement. Donc pour la série, je me suis vite retrouvé assez épuisé en fait, parce que je devais vraiment travailler tous les jours pour arriver à dessiner tout ce qu'on me demandait de dessiner. Et voilà, donc c'est pour ça que pour moi l'expérience n'a pas été très positive à ce niveau-là. Ça ne change rien par rapport aux résultats, sauf qu'il y a des choses que j'aurais pas dessinées si j'avais eu plus de temps, mais je sais bien, je connais pourquoi on doit dessiner aussi vite, etc. Je sais bien que c'est le milieu qui veut ça, mais voilà, donc moi ça ne me correspond pas. Donc je suis très content de recommencer à faire des bouquins et de faire ça à mon rythme et de pouvoir avoir du recul, faire un dessin, puis le revoir 3 jours après, me dire tiens c'est pas ça que j'ai envie de dessiner. Donc voilà, je pense que le dessin animé c'est une expérience à faire, moi je l'ai faite, mais après chaque auteur va en tirer les enseignements qui correspondent à sa façon de voir son travail. Qu'est-ce que je pourrais dire? Voilà, non, mais Jean-Christophe, oui. Oui, je pense que c'est pas facile de travailler à distance quand il s'agit de créer une œuvre au niveau de l'écriture, au niveau graphique, alors que c'est un travail acharné pendant 2 ans en continu. Donc ça déjà, à distance, c'est pas une facilité. En plus, je pense que comme on est effectivement dans un média qui est différent, quand on crée une œuvre cinématographique, ce genre de film, on ne peut pas se cacher derrière des beaux décors, quoi. On ne peut pas occuper il faut vraiment trouver un rythme, et ça c'était assez compliqué. Et ça, je pense que ça nécessitait de travailler effectivement sur l'adaptation, vraiment presque jusqu'au dernier moment. Donc je pense que Lewis m'a laissé finalement faire ce travail, je le remercie. Et voilà, j'espère qu'il aimera le film, c'est tout ce que je peux dire. Merci. Voilà, ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est un peu comme par exemple le film de Fantastic Mr. Fox. Quand on lit les critiques, là, il y a quelqu'un de la famille de Roald Dahl qui dit qu'il aurait adoré le film. Enfin, voilà. C'est-à-dire que c'est fidèle à Roald Dahl, mais en même temps c'est fidèle à Wes Anderson. Et donc en fait, il y a vraiment une adaptation, mais il y a un respect aussi de ce qu'ont voulu mettre les auteurs. Donc moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai fait cette adaptation, un travail de création cinématographique, mais j'ai toujours essayé de respecter l'esprit de ce que Lewis avait voulu faire et l'esprit du travail de José. C'est je peux dire personnellement. D'accord, merci. Je suis désolé au niveau des questions, mais ça fait 3 fois qu'on me fait des grands signes et ça va se terminer, je pense, physique. Mais donc, je voulais vous remercier tous, à la fois les intervenants, Lewis, José, Frédéric, Didier, Jean-Michel, Jean-Christophe, d'avoir été présents, d'avoir répondu aux questions. Merci à la salle et puis donc restez dans le coin puisque vous avez très rapidement la présentation d'Anthony Rajeul. Et ensuite le dîner, mais le dîner, bon voilà, ça peut attendre un petit peu. Voyons donc d'abord la présentation. Merci à vous. Le dîner ne saurait attendre, mais... Oui, si. Merci en tout cas à tout le monde. Je vous fixe rendez-vous, je vous donne rendez-vous à nouveau à 19h ici. Merci. Merci José, oui, encore une fois, et Lewis également, d'avoir été présent. Bon après-midi, bonne fin de soirée. Ciao, merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Ciao. Ciao. Merci José, merci Lewis. De rien. À très bientôt. À bientôt. Bonnes vacances. Ils veulent faire tomber les dents de la vampire. C'est possible. Cracher du vomi. Ah oui, mais c'est loin dans le jeu. On peut faire tomber les dents. Fashion Agents? I love your life.
fait, c'est une cartouche. C'est une cartouche pirate. Ouais, voilà, j'ai un peu honte, mais il est là, il est déjà sur celle-là, si vous voulez, parce que voilà, il y a 2 jeux qui sont ouverts là.